Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve avec Julien, on va parler de marketing et plus précisément de marketing organique versus marketing payant. On sait que les deux, voilà, parfois peuvent entrer dans une petite guéguerre. Aujourd'hui l'idée c'est plutôt de vous montrer comment ils peuvent collaborer. Ouais, c'est vrai, on est les deux de l'équipe et de la team un peu organique de base. Moi là, ces dernières années, maintenant j'ai commencé à me focus vraiment sur le paid parce que je voyais les limites de l'organique. C'est vrai. Mais ouais, le but de la vidéo, ouais, parler de l'organique, parler du paid, parler des connexions entre les deux parce que c'est pas soit l'un soit l'autre. Et je pense qu'on on va se régaler, je pense. On va se régaler, allez c'est parti. Déjà, qu'est-ce qu'on va considérer quand on parle d'organique? Concrètement, ça va être tous les canaux dont on va être, j'ai envie de dire, à 100% propriétaire et qui vont, la plupart du temps, nous permettre de mettre en place des campagnes ou d'autres actions sans que ça nous coûte très cher, parfois même avec 0 €. C'est aussi pour ça que moi, je pense que c'est ce qui va vraiment être considéré comme les fondations du produit qu'on va être amené à créer. Je pense que c'est ce qui va te permettre vraiment au début de faire en sorte que tu puisses peut-être bâtir une communauté, comme je l'ai dit, ouais, créer un petit peu les fondations de ta maison, arriver dans le réel un petit peu plus rapidement, en ayant quand même, vu que tu démarres, cet aspect qui est, ça doit être relativement direct, ça doit être assez rapide et ça ne doit pas non plus me coûter des mille et des cents parce que je ne peux pas encore me permettre de dépenser trop d'argent. C'est vrai, et nous qui faisons des startups from scratch, donc depuis le début, c'est important aussi de se confronter directement aux clients finaux dès le début. Et l'organique, j'ai l'impression que ça nous permet directement d'enclencher des discussions avec eux sans passer par quatre chemins, sans penser et prendre du temps à faire des gros funnels où on ne maîtrise même pas qui on va targeter, comment on va le faire, avec quel message. Donc l'organique, c'est aussi un fast track vers du feedback, j'ai l'impression. Ouais, c'est exactement ça. On le dit souvent, nous, on a ce positionnement qui est 10% de théorie, 90% de terrain. L'organique, c'est ce qui te permet d'arriver le plus rapidement à ce terrain-là. Nous, vraiment, on veut éviter à tout prix je passe 6 mois dans mon labo avant d'aller m'exposer à des clients. L'objectif, c'est d'avoir un peu cette boucle, ce feedback en fait, le plus rapidement possible entre eux. J'ai ce qu'on peut appeler un MVP, et concrètement, il ne faut pas se prendre la tête quand on parle de MVP. Concrètement, un MVP, c'est un truc. Donc, ça peut être une librairie Notion, ça peut être une landing page, ça peut être un semblant de produit qui va apporter de la valeur à un persona précis. Dès qu'on a ça, l'objectif, c'est de le tester le plus rapidement possible sur ce persona pour avoir des feedbacks. Et du coup, l'organique, concrètement, on rentrera après dans les détails, mais envoyer des messages à des gens, les avoir au téléphone, mettre en place des campagnes sur différents canaux, par exemple TikTok, pour faire en sorte que des utilisateurs téléchargent son app, c'est le moyen le plus rapide pour y arriver. En fait, si derrière tu génères rien du tout, tu peux repartir travailler sur ton produit rapidement ou sur ton message rapidement. Et si tu arrives à avoir des utilisateurs, ce sont un peu ces premiers utilisateurs que tu dois chouchouter pour avoir un max de réponses et faire en sorte qu'ils puissent te permettre d'avancer. C'est vrai, ça. Et en plus, on parle de marketing, mais on fait de l'organique même avant de faire du marketing. C'est pour de l'user research, du customer research, etc. En fait, on se confronte un peu au marché, on discute à des gens. La meilleure façon de le faire, c'est avec des techniques qui nous permettent de discuter avec ses clients finaux. Donc, organiquement, c'est possible. Après, il y a une autre école, il y a des gens qui bombardent directement en ads. Pour ça, il faut avoir du budget, il faut être prêt à perdre un peu. On peut avoir des feedbacks dans un certain temps plus rapide, mais il faut vraiment mettre de l'argent. Et aujourd'hui, moi, les boîtes qui font ça, j'en connais qu'une catégorie, c'est les publishers mobiles qui, eux, se permettent de lancer des ads directement dès qu'ils ont des convictions. Donc, sur des publishers, c'est des gens qui vont faire le marketing d'app mobile plutôt consumer pour vous, en tout cas pour des studios. Et eux, c'est les seules catégories de business qui, je pense, s'autorisent à faire des ads dès le début. Et c'est parce qu'en fait, leur modèle repose sur ça. Et donc, le modèle repose sur qui va le plus vite, combien on a de liquidité pour investir. Et donc, c'est les seuls qui peuvent se permettre. Mais sinon, j'en vois pas beaucoup qui commencent à. Ouais, c'est exactement ça. Eux, au final, leur modèle, je ne dis pas que leur modèle est basé sur l'échec, mais leur modèle est basé sur ça. On doit aller très très vite, donc dès qu'on a un semblant d'intuition, on va directement bombarder en ads pour être plus visible. Alors que généralement, sur les produits que nous, on va être amené à développer, en tout cas, je prends l'exemple de SaaS par exemple, les ads, c'est censé être un peu le mégaphone d'un message que tu as validé. Tu sais que le message fonctionne, tu as répondu à quelques questions et une fois que là, tu as ta première conviction, là, tu peux appuyer sur ce bouton pour vraiment amplifier ton message. C'est vraiment l'approche volume. Les publishers, en fait, ils ont une approche volume parce qu'en fait, eux, leur but, c'est de faire de l'argent, générer du retour sur investissement et ils le font à scale sur plusieurs volumes. VS, quand on lance sa startup, on lance en boîte, on est plus sur
sur du craft. Sur du craft, exactement. On a une idée précieuse, on connaît intimement notre marché. Et donc pour ça, vaut mieux effectivement dans la majorité des cas commencer par de l'organique. Mais du coup, moi la question que je me pose en vrai, parce que ça évolue tout le temps, c'est quoi le meilleur canal en fait pour commencer en organique et surtout pour quel typologie de business? Parce que ça varie, hein. Chaque année on voit des différents. C'est clair, ça varie, tu as raison de le dire. Moi c'est vrai que quand on me pose cette question, j'aime bien découper un petit peu au global les canaux d'acquisition un peu en 4. Moi je les vois comme ça. Tu vas avoir l'outbound, comment je vais aller parler directement à mes clients. Donc là, tu as du cold mail, du cold call, du cold messaging par exemple. Tu peux avoir effectivement de la publicité, donc comment je vais m'exposer à des clients. Souvent, on peut mettre la publicité dans les ads dans l'outbound. Moi, je veux pas trop le faire parce qu'il y a quand même une logique un petit peu intentionniste. Tu vois, notamment quand tu fais du retargeting, les gens qui voient ta publicité, par exemple sur YouTube, ils regardent une vidéo qui est plus ou moins en lien avec la publicité que tu veux avoir, ou alors dans leur historique de recherche, ils ont déjà émis des centres d'intérêt qui sont proches de ce que tu veux communiquer. Et donc ça, c'est le deuxième, c'est la publicité. Et après, tu vas avoir les deux autres, tu vas avoir le referral, donc concrètement, qui parle de toi, qui communique sur tes produits ou sur ta startup. Et tu vas avoir le dernier qui va plutôt être le contenu. Le contenu, donc comment est-ce que j'éduque un petit peu ma cible sur ces différents sujets. Ouais. Et de ma vision, quand tu démarres, ton acquisition, ça doit être beaucoup d'outbound et un petit peu de contenu. Pourquoi? Parce que l'outbound, c'est ce qui va te permettre d'aller vite. On pourra un peu, c'est intéressant d'ailleurs, je pense, de rentrer un petit peu dans les détails, voir concrètement ce qu'on peut faire. Ouais, quel type de contenu? Quel type de message est-ce que tu veux envoyer pour avoir des feedbacks rapides et véritablement avoir des clients en face de toi. Ouais. Et un peu de contenu quand même pour commencer à créer ta communauté, commencer à t'imposer comme j'ai envie de dire, un leader d'opinion sur le sujet. Et progressivement, en fait, tu vas inverser ces deux éléments. Pourquoi? Parce que l'outbound, il faut le dire, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'intensité. Ça va te prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'énergie. Et donc, je ne pense pas qu'un système d'acquisition vraiment pérenne repose sur toi qui mets de l'énergie sur des calls ou sur du mail. Là, je ne pense pas que ça doive être que ça. Et après, en fait, d'un point de vue organique, en tout cas, ton contenu va te permettre d'avoir des prospects et des clients de façon relativement régulière. Une fois que tu auras vraiment compris quel est le contenu gagnant, comme on dit, tu pourras savoir, OK, pour 1 euro mis dans la machine ou pour X contenu mis dans la machine, combien de vues est-ce que je vais générer, combien de prospects est-ce que je vais avoir, combien de personnes je vais avoir au téléphone, etc. Très bien. Donc l'outbound, tu vas chercher les gens. L'inbound, ils viennent à toi. Toi, tu commences toujours un peu par l'outbound ou même tu peux faire les deux en même temps? Avec le SEO et tout, je sais que tu faisais ça un peu en même temps. Ouais, en fait, c'est assez intéressant. Je pense que ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que la première phase là, que tu vas avoir avec l'organique, l'objectif, c'est de créer des convictions. Tu vois, tu dois pouvoir répondre à certaines questions. Quel est mon produit? Quel problème résout-il? À qui est-ce que je veux le vendre? Éventuellement, à combien? Et in fine, toutes les actions que tu vas mettre en place, elles vont t'aider à répondre à ces premières questions. La plupart des gens qui lancent des campagnes email et pour qui ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne le font pas bien. Aujourd'hui, si je me positionne en tant qu'acheteur, qu'est-ce qui va me faire acheter ou en tout cas avoir quelqu'un au téléphone? Je vais me dire, il a déjà réussi à faire pour quelqu'un d'autre qui me ressemble ce qu'il veut faire pour moi. Et donc, une bonne campagne de mail, elle ne va pas faire 6, 7, 8 mails. Non, c'est une campagne qui va être très courte, très directe, pour ne pas dire agressive, avec éventuellement un use case et un objet qui va communiquer le message, qui va me faire ouvrir ton email ou qui va faire que j'ai envie de prendre que j'ai envie de t'avoir au téléphone. Donc vraiment, il ne faut pas essayer d'aller chercher trop loin au démarrage. Il faut vraiment juste essayer de communiquer sur ce message précis. Et si je prends un autre exemple, tu vois, sur des sujets organiques, par exemple sur des applications mobiles, c'est un petit peu le même fonctionnement. Ton objectif, ce n'est pas tellement de te dire, OK, qu'est-ce qui va me permettre de générer des vues? C'est plus par rapport à la proposition de valeur que j'ai, qu'est-ce qui va faire que les utilisateurs vont appuyer sur le bouton télécharger? C'est plus ça la première réflexion à avoir. Moi, à l'époque où j'étais full organique, je me rappelle aussi qu'il y avait un challenge, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut avoir tendance, et surtout les entrepreneurs qui créent leur première boîte, etc., ils ont tendance à vouloir tout tester en même temps. La réalité, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix là où vous avez le plus de facilité, mais surtout là où le marché vous emmène. Il y a des canaux qui sont plus intéressants que d'autres, des stratégies qui sont plus intéressantes que d'autres. Et en fait, c'est tellement large l'organique, il y a plein de choses que moi, ce que je recommandais aux gens et ce que je faisais avec eux quand on co-créait des boîtes, c'est que je focusais sur 1-2 canaux avec des strats. Et du coup, comme tu disais pour les mails, je poussais. J'essayais de comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. Je me renseignais avec les meilleurs experts sur le sujet. Je testais, voir un peu les funnels des concurrents et tout. Ce qui est super aussi, c'est qu'aujourd'hui, on peut tester plein de choses. On peut voir comment les autres fonctionnent. On peut voir comment eux, ils ont découpé leur stratégie, etc. Et donc, vraiment, cette idée de renforcer sur 1-2 stratégies
pour moi, c'était essentiel quand on commençait à lancer sa boîte pour ne pas s'éparpiller. Tu as totalement raison. Et en plus, je sais que tu t'y connais bien sur les sujets de tracking. N'avoir qu'une ou deux stratégies, ça te permet aussi de prendre un vrai recul sur les résultats générés. Pareil, quand tu vas… Aujourd'hui, c'est vrai, on peut se dire, bon, je fais de l'organique, je ne sais pas exactement d'où sont venus mes résultats. Bah, quand tu démarres, ça ne doit pas arriver. Justement, si tu te concentres sur un, deux, grand max, 3 canaux, il faut être en capacité de se dire, bon, j'ai une liste potentielle de 1000 clients. J'ai envoyé X emails, j'ai eu X ouvertures, mais il faut aller beaucoup plus loin. Ouais. Est-ce que les personnes qui ont ouvert ces emails, je les ai eu au téléphone? Est-ce qu'ils ont closé? Pour combien est-ce qu'ils ont closé? Et vraiment, le démarrage te permet d'avoir ce niveau de granularité-là. C'est vrai. Je me rappelle, tu me fais penser à une conf que j'avais fait. Je disais, ouais, on a ramené 1 million d'utilisateurs sur cet outil, etc. Et on n'a pas fait de marketing. C'était 100% organique. Mais en y réfléchissant, c'est tellement genre… C'est un red flag de ouf. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment le répliquer aussi. Ouais, voilà, exactement, impossible à refaire. Donc ouais, je comprends complètement. Et du coup, sur le tracking, vous, à chaque fois, quand vous lancez des méthodes, vous essayez du coup d'avoir plus ou moins un dashboard d'analyse, etc. pour pouvoir comparer des UTM un peu, etc. Ouais, c'est clair, tout à fait. En fait, je suis vraiment partisan de se dire, il faut pas que ça prenne trop de temps. Ouais. On est au démarrage, il faut mettre de l'intensité, il faut mettre de la vélocité. Mais il faut trouver un juste milieu. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, à tous les niveaux, même quand tu démarres, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de mettre en place. Ouais. Sur le tracking, d'ailleurs, nous, on a une agence de tracking en interne et j'ai reçu plein de leads de gens qui n'avaient même pas lancé leur boîte et qui voulaient setup un tracking ultra hardcore, server-side, etc. Et je leur disais, les gars, bon, trop cool, vous êtes éduqués sur le sujet, mais en vrai, mettez votre focus ailleurs pour le moment. Surtout que c'est des super choses de vouloir mettre un tracking performant, etc. Server-side, vous captez un maximum de data, etc. Mais au début, vous n'avez pas besoin. Au début, vous avez besoin de mettre des UTM, de traquer, de cibler ce que vous faites et du coup avoir des liens redirigés dédiés, voir un peu la conversion. Mais vous n'avez pas besoin de passer des semaines dessus. C'est sûr. Donc ok, je vois très bien. Et du coup, juste à parler de code email, toi du coup, personnellement, tu y crois encore? C'est quoi un peu le petit secret du code email aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a d'autres choses que le code email du coup? Ouais, bah, moi clairement, j'y crois. Et je pense que c'est comme beaucoup quand tu fais du cold, le secret du cold email, il va déjà être sur tes listes, sur qui est-ce que tu targetes. Okay. Il y a plusieurs approches que tu peux avoir pour essayer de faire du cold mailing. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'au démarrage, quand tu es encore en train de te chercher, de bâtir tes intuitions, tes convictions, le premier client que tu vas signer, tu dois en signer 2 ou 3 autres qui lui ressemblent. Okay. Soit parce que ton produit est tellement bon qu'il y a de la rétention et il y a du bouche à oreille. Et déjà, rien qu'avec ça, en vrai, tu n'es pas loin de ton PMF, parce qu'il ne te faut pas beaucoup plus pour dire que tu as un PMF. Soit parce qu'en fait, avec ce client-là, tu vas apprendre tellement de choses que tu vas réussir à en convaincre d'autres. Et donc, moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est que je me fais un portrait robot en fait, du client que j'ai signé, mais j'essaie d'aller relativement dans le détail. C'est qui, pourquoi, quels sont ses challenges, c'est quoi la taille de sa boîte, c'est quoi son poste, etc. Et en fait, dès que j'ai un minimum de recul, je transforme la mission en use case et j'essaie d'aller targeter les 10 personnes qui lui ressemblent le plus sur LinkedIn. Et donc, les séquences que je vais mettre en place derrière, ça va être des séquences qui sont ultra personnalisées et sur lesquelles tu vas essayer de créer un petit peu de FOMO en disant « Hey, j'ai déjà aidé telle personne à atteindre tel résultat, on en discute. » Et donc, rien qu'avec ça, tu as des réponses. Tu n'es pas sûr d'avoir des gens au téléphone, tu n'es pas sûr d'avoir des gens qui vont closer, mais rien qu'avec ça, tu es à peu près persuadé d'avoir un certain nombre de personnes au téléphone. Donc ça, c'est la première chose. Bien choisir ton ciblage. Et après, il n'y a bien évidemment pas que du cold mailing. On peut mettre en place des techniques de cold call. Le cold call, c'est le sujet qui va te rendre le plus humble. Tu vois, et c'est souvent très mal fait. Quand on parle de cold call, généralement, c'est « Ah non, moi, je ne veux pas faire des sales, je préfère les sujets tech. » Tu vas être le premier sales de ta boîte pendant longtemps. Et tu dois être le meilleur sales de ta boîte pendant longtemps. Et donc, pareil, tu veux faire du cold call correctement. De la même façon que tu vas essayer d'aller analyser les premières personnes ou les premiers prospects ou les premiers clients que tu as eus, il faut essayer de te constituer une liste de 20-30 personnes qui leur ressemblent. Et c'est quelque chose qui ne prend même pas énormément de temps. En 1 heure, 1 heure et demie, tu as réussi à plier une séance de cold call. Et les gens que tu as eu au téléphone, ce sont les contacts les plus directs du marché. Tu fais une session, tu as 10-12 personnes au téléphone, on te dit non, ça ne m'intéresse pas. Tu peux déjà commencer à faire une première boucle sur ton pas forcément sur ton produit, mais à minima sur ton message. Donc pour le cold message, email, téléphone, tu penses que vraiment les listes et donc les gens que tu appelles,
tu as un gros travail à faire sur la collection, l'enrichissement et les itérations, du coup, j'imagine, d'une session à une autre. Okay. Exactement. Je pense que c'est vraiment le sujet qui doit prendre le plus de temps. Et après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu as des techniques sur comment hook les gens, qu'est-ce que tu dois dire au téléphone, etc. On pourra en discuter longtemps. Mais déjà, tu as une bonne liste, tu as fait 60% du travail. Ok, je vois. Ah, c'est intéressant. Moi qui suis passé un peu dans la team paid maintenant, je vois à quel point ça apporte de la valeur d'avoir toutes ces infos quand on commence à lancer des campagnes. Parce qu'en fait, nous, faites pas du paid marketing si vous n'avez pas votre ICP, votre persona, les arguments que vous utilisez dans des campagnes organiques et qui close, parce qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir faire des funnels automatisés dans ce cas-là. Donc moi, je vois à quel point faire de l'organique, même at scale, donc faire du volume sur de l'email, faire du volume sur des lead magnets sur LinkedIn, faire du volume sur du code outreach, c'est important parce qu'on a du feedback derrière et on peut faire des campagnes qui marchent derrière en paid. Donc je vois très bien le point. Moi, la chose que je fais aujourd'hui encore en organique, qui marche plutôt bien, je ne sais pas si toi t'en fais, c'est les lead magnets sociales. Donc à chaque fois, je fais des posts sur LinkedIn et je collecte un maximum de leads et derrière, après, je les convertis. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a qui font un peu cette technique-là, elle existe depuis longtemps, mais avec mon approche un peu paid, moi, je l'ai vraiment funneliser. C'est-à-dire que moi, faire un lead magnet sur LinkedIn, faire un post pour avoir des interactions et convertir derrière, c'est pas juste faire un post et avoir des likes et de l'impression. C'est faire un post qui marche, avoir une ressource, donc ce que vous allez donner à l'issue du post, qui convertit avec des call to action, avoir un pipe où peut-être 80%, je vais les jeter à la poubelle, ou en tout cas, je vais juste leur envoyer le doc, mais je ne vais pas m'intéresser à eux et je vais m'intéresser aux 20% avec du personnalisé. Et donc, j'ai vraiment une approche funneliser quand je fais de l'organique aujourd'hui. Est-ce que toi, tu recommandes justement cette approche funneliser? Est-ce que ça se construit dans le temps? Ouais, moi, tu as totalement raison d'avoir cette approche funneliser. Et alors, la première chose qui va être intéressante avec les lead magnets, c'est que tu inverses un petit peu le rapport de force. Quand tu fais du call, c'est toi qui viens un petit peu tirer la veste de la personne qui est en face. Quand tu fais un lead magnet, au fond, elle vient te solliciter pour avoir la valeur que tu vas lui apporter. Donc, effectivement, il faut bien travailler son lead magnet. Et puis, l'approche funneliser, elle te permet aussi j'ai envie de dire, de mettre des écoutilles face au bruit. Parce que malheureusement, les gens adorent les trucs gratuits. Tu fais un lead magnet qui fonctionne, tu vas avoir tes 100 ou tes 200 personnes qui disent « Hey, je veux le lead magnet », tu vois. Donc, avoir le funnel, ça va te permettre de très rapidement te dire « Ok, bon, bah, comme tu as dit, sur les 100 réponses que j'ai obtenues, il y a 80 personnes à qui je vais juste envoyer la ressource. Et qu'est-ce qui va faire que les 20% restants sont intéressants? C'est une question de poste, c'est une question de taille de boîte. Ah, dans la façon dont il m'a répondu, je vois que c'est quelqu'un avec qui il peut y avoir un intérêt pour mon produit. Donc, je pense que tu as totalement raison de le faire. Et en plus, tu vois, c'est encore un sujet sur lequel j'ai envie de dire que l'organique peut aider le paid. Tout à l'heure, je parlais un petit peu des questions auxquelles tu dois répondre quand tu commences en organique. Donc, tu vois, quel est mon produit, à qui est-ce que je veux le vendre. Tout ça, en fait, toutes les réponses, elles vont te donner des informations juste après pour pouvoir constituer tes campagnes de paye, tu vois. Que ce soit sur le hook, sur les messages, etc. Je trouve que c'est un petit peu ce dont on parlait au démarrage. Les premières informations que tu vas avoir, elles vont venir alimenter au final le reste de tes campagnes. Ouais, je vois très bien. On me pose souvent cette question et ça m'a fait penser à ça, ce que tu viens de me dire, c'est quoi la barrière justement et à quel moment on passe sur du paid? Je pense que déjà, il faut comprendre pourquoi faire du paid. Le paid, moi je le fais et j'encourage les gens à le faire parce que vous allez casser les plafonds que l'organique a parce que malgré tout, le plafond, il est réel, quoi. Deux, vous allez maîtriser beaucoup plus votre business parce que du coup, vous maîtrisez vos unités économiques, vous savez combien vous coûte un client, combien vous coûte la conversion de ce client, vous avez plus de recul sur les TV parce que plus de volume. Donc, vous maîtrisez vos unités économiques. Et le troisième point, c'est que vous pouvez scaler. Et là, du coup, vous pouvez scaler sur un autre marché, vous n'êtes pas limité à votre marché natal, vous pouvez scaler sur d'autres verticales. Ça, c'est vraiment important de comprendre pourquoi faire du paid. Et parce qu'en fait, pourquoi faire du paid, ça vous donne aussi des réponses sur à quel moment le faire. Et ça, c'est la deuxième question qu'on me pose souvent. À quel moment le faire? C'est du coup, vous reverse engineering tout ce qu'on vient de dire. C'est quand vous avez un plafond de verre, du coup, quand vous voyez qu'en fait en organique ça se passe bien, mais bon, je ne peux pas faire plus. Exactement. Quand vous n'êtes pas capable de répondre, c'est quoi votre COC, donc coût d'acquisition par client, c'est quoi vos ROS, etc. Si on parle de campagne marketing, du coup, donc vous n'êtes pas capable d'avoir des réponses sur vos unités économiques. Et quand vous avez un concurrent US qui est en train de manger votre marché parce que lui scale. Donc là, c'est le moment où il faut lancer des ads. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que je vois vraiment des gens qui sont soit école organique, soit école ads et qui veulent pas être entre les deux ou qui mettent du temps avant de passer dans l'un de l'autre et surtout des fois ils passent à l'autre, donc ils passent de l'organique au paid souvent et ils cassent l'organique. Alors que l'organique, je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut toujours en faire. Bien sûr, il faut toujours en faire. Comme on dit, déjà ça va te permettre d'avoir une certaine base, un certain socle
qui ne va jamais s'arrêter, j'ai envie de dire. C'est pas parce que tu te dis, OK, je vais réussir à accélérer que la base doit être complètement cassée. Je me souviens encore, il y a quelques années, à l'époque, tu vois, où on avait démarré il y a quelques années avec SEO Secret, c'est ce qui avait, et donc le SEO étant un canal organique par excellence, c'est ce qui nous avait permis de nous lancer. C'était en plein Covid, les gens nous ont dit, bah, le Covid est arrivé, j'ai plus de budget marketing, je dois couper mes campagnes. Mince, j'ai plus de clients. Donc, je veux faire du SEO maintenant pour me préparer à la prochaine crise éventuelle. Et mes concurrents pardon, qui avaient déjà fait du SEO, eux, ils n'ont pas perdu de risque, tu vois. Et donc, le fait d'avoir de l'organisme, ça va te dérisquer. Tu vois, ça va te permettre d'avoir un socle qui ne va jamais changer. Ça va aussi te permettre d'avoir une LTV qui continue d'être pérenne parce qu'on le sait, les clients que tu vas signer en organique, eh ben, ils ont tendance en fait à rester un petit peu plus longtemps que ceux que tu vas être en capacité de signer en paid. Et le dernier élément qui va être intéressant, c'est que au fond, c'est quand même un canal dont tu es propriétaire. Donc tu vas pouvoir décider à quel moment est-ce que tu veux le lancer. Tu es en capacité quand même d'estimer les clients que ça va te permettre de générer versus dépendre d'une régie, Google, Meta. Aujourd'hui, on le sait, on le voit un petit peu tous les jours. Dès que tu commences à mettre beaucoup d'argent dans la machine, tu es un petit peu sur le qui-vive en se disant « Ah mince, si demain la régie elle est down, comment est-ce que je fais ?» Donc je pense que c'est quelque chose qui va te permettre ad vitam aeternam de te dérisquer. Et donc avoir en tête, continuer de faire de l'organique même quand tu commences à scale avec du paid, ça reste quelque chose d'important. Ok, et tu as dit un point qui est intéressant, c'est que tu as observé que quand tu faisais de l'organique, tu avais des LTV plus importantes. C'est parce que tu penses qu'il c'est l'awareness qui est un peu plus élevé, du coup les gens ils churnent moins. Tu as une conclusion sur ça? Tu as des hypothèses? Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Un, c'est peut-être parce que quand tu fais du paid, il y a un petit syndrome de l'objet brillant. Je viens exposer quelque chose à quelqu'un, on l'a tous fait, soit juste par intérêt ou alors parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc, il peut y avoir ce sujet de « Ah ok, je pensais que j'en avais besoin, mais au final, j'en avais pas tellement ». L'organique, que ce soit des clients que tu vas venir closer parce que tu as échangé avec eux ou parce que tu as envoyé, tu vois, j'ai envie de dire, tu as fait une démarche d'aller les contacter, tu as quand même dû un petit peu convaincre puis séduire la personne avant qu'elle signe. Donc, il y a eu un petit peu cet échange qui va faire que, au final, quand elle signe, elle est convaincue. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les clients qui, eux, sont venus à toi, bah, au final, pourquoi? Parce que tu es vu comme un leader d'opinion, parce que tu les as suffisamment éduqués ou parce qu'ils ont vu un contenu qui leur a tellement tapé dans l'œil qu'ils se sont dit, c'est exactement la personne à qui j'ai envie de faire confiance pour résoudre mon problème. Et donc derrière, une fois qu'ils ont signé, tu as beaucoup moins besoin, j'ai envie de dire, d'entretenir le sujet. Ils vont généralement rester bien plus longtemps que sur des campagnes de paid. Après, bien évidemment, sur ces sujets-là, il y a des exceptions, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer c'est intéressant. Sur ça. Et d'ailleurs, nous, quand on fait des campagnes de paid et qu'on commence à closer des clients en paid, on essaie de les ramener justement sur un niveau d'awareness et d'engagement encore plus élevé, par exemple dans des communautés. On essaie de les ramener sur les LinkedIn des fondeurs du projet. On essaie de faire des séquences personnalisées pour qu'en fait, on augmente le niveau, encore une fois, d'awareness et d'engagement auprès de la marque et que ça devienne des hardcore clients. Ça, c'est super important aussi de les mettre dans des boucles personnalisées et d'essayer de les nurturer même s'ils sont closés parce qu'en fait, vous pouvez augmenter encore la LTV. C'est clair. Ça, c'est intéressant. Ok. Moi, il y a un autre point aussi qui est important que je remarque, c'est que nous, spécialement les entrepreneurs français, on a du mal à être très data-driven. On a du mal à contrôler nos business units et à savoir les piloter et à savoir tenir les bonnes conclusions en fonction de ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure de quand c'est qu'il faut faire du paid marketing. Le paid marketing, donc il y a une raison un peu factuelle, comme on disait, donc plafond, business unit, scaling, mais vous pouvez aussi analyser vos data. Vous pouvez voir, par exemple, aujourd'hui, si je ramène 1000 personnes sur mon site, ma LP, j'en ai 10% qui convertissent en sign-up et j'en ai 1% qui vont convertir en paid. Vous savez que votre LTV par client moyen, elle est, je sais pas, de 500, 5000. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire le calcul de si je ramène 1000 personnes sur ma LP, je sais qu'en moyenne, je vais générer 5, 6K, 7K. Donc ça déjà, il faut comprendre et connaître ces datas de conversion, de LTV, de clients. Et vous pouvez le faire avec de la data organique en fait. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez vous renseigner sur quelle régie, quel est le CPC moyen par rapport à votre industrie dans cette régie-là. D'ailleurs, moi j'ai un petit tips, c'est si vous voulez vous lancer, vous avez un SaaS B2B, vous voulez vous lancer par exemple sur du LinkedIn Ads,
c'est bien de passer par des agences, soit en mode client potentiel, soit en mode vous demandez à un copain qui a une petite communauté sur LinkedIn. Et en fait, vous essayez de comprendre les CPC moyens de cette industrie sur LinkedIn. Et là, vous allez voir par exemple le CPC moyen, coût par clic, c'est par exemple 4 euros. Donc là, vous savez qu'en fait, si vous ramenez 1000 clics visites sur votre landing page, ça va vous coûter 4000 euros. Et il faut juste voir le calcul. Si j'ai 1000 personnes sur ma landing page, je peux générer 8000, 10 000 et vous voyez en fait le ROS moyen. Et donc, il y a vraiment aussi une approche data où vous pouvez aller plus loin que juste oh, je sens que là, on a un PMF, let's go. Quoi. Let's go, c'est clair. Donc la data, c'est vraiment trop important et il faut être beaucoup plus précis quand on passe sur du paid parce que là, il y a plus de budget qui se débite plus vite, etc. C'est clair. Et en plus, surtout quand vous allez démarrer, on n'est pas encore à un niveau où on peut dépenser sans compter. Donc savoir combien on dépense et combien ça peut nous rapporter, c'est hyper important. Et on le verra aussi, enfin vous le verrez aussi, c'est le sujet sur lequel les VC, en tout cas, sont les plus impressionnants. Ils sont laser précis sur les chiffres. Ok, c'est quoi ton CAC, c'est quoi ton ROS, ton ARPU, ton ARPA. Il faut absolument être super carré sur ces chiffres-là. Parce qu'au final, c'est une certaine preuve de sérieux et ça montre aussi, comme tu l'as dit, qu'on maîtrise un petit peu son business. Qu'on est capable de dire, ok, demain, je vais aller demander de l'argent. Ok, je vais te donner tant. Combien tu vas mettre en marketing, combien tu vas mettre sur du paid, combien ça va te rapporter derrière. Et ça va faire partie des premières conversations que vous aurez demain avec des VC. Si vous êtes en tout cas en capacité de leur dire, j'ai commencé à scaler, je fais du paid, voici ce que j'arrive à générer. Et je pense, bon, c'est un petit peu dommage, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont un peu plus carrés que ça sur nous, plus tôt en tout cas. C'est vraiment, ils l'ont en tête dès le début. Je dois absolument tout maîtriser et savoir d'où ça vient. Et nous, généralement, ça vient un petit peu par nécessité. On fait des data rooms quand on sait que la semaine prochaine, on va devoir aller parler à des VC. Alors que non, il faut essayer vraiment de l'avoir dans son ADN un peu plus tôt. Et c'est vraiment bête et méchant. Moi, j'ai appris le paid sur le terrain, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a qui en font depuis 10-15 ans. Enfin, moi, je suis encore, je me prétends pas comme un expert. Même si bon, ça va quand même, mais c'est bête et méchant. Quand j'ai appris le paid, j'ai fait quoi? J'ai demandé à ChatGPT de me lister toutes les business units qui étaient liées aux variables des régies, connaître tous les termes, connaître comment ça fonctionnait, le CTR, le CPC, le CPI pour les apps, tous ces trucs-là, comprendre quelles étaient les variables moyennes par rapport aux industries qu'on connaissait. Et en fait, après, ça déroule, quoi. C'est des réflexes, quoi. Donc, ouais, non, hyper important. Et il y a un autre sujet aussi, c'est que moi, je communique beaucoup sur les SaaS B2B et les apps. Et je parle beaucoup de paid marketing sur ces sujets-là. Je serais trop chaud qu'on passe sur les SaaS B2B et sur les apps mobiles. Et tu me partages toi tes strats organiques pour SaaS B2B. Moi, je pourrais te partager les miennes paid et pareil pour app mobile. Ça te va? Ouais, on peut carrément faire ça. SaaS B2B, du coup, comment on go-to-market ça en organique? Exemple de stratégie pour un SaaS B2B. Et c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on essaie de tester en ce moment. On a une méthode que nous, on utilise et qui s'appelle la méthode CTVP, qui va être la plus rapide pour émettre des hypothèses et aller les tester. CTVP, ça tient pour Channel, Target, Value Proposition. Donc en français, canal, cible, proposition de valeur. Je vais commencer avec un tableau très simple qui va me permettre de mettre tout ça à l'écrit. Donc dans la partie canal, je vais lister tous les canaux possibles, potentiellement en organique, mais on peut même tous les lister pour savoir comment est-ce que je vais communiquer auprès de ma cible. Donc là, par exemple, je vais prendre l'email, je vais prendre LinkedIn et je vais prendre TikTok, par exemple. Ensuite, dans la colonne target, on va lister toutes les cibles avec lesquelles on a envie d'échanger, celles sur lesquelles on commence à avoir des intuitions. Donc, dans mon cas, je vais prendre des cibles qui tournent peut-être autour de l'éducation. Et donc, je vais peut-être essayer d'aller prendre les incubateurs, les organismes de formation et les écoles post-bac. Donc là, voilà, je vais lister mes targets. Exactement. Et ensuite, je vais avoir ma proposition de valeur. Donc, dans mon cas, on va dire que j'ai un SaaS qui permet de détecter et d'automatiser des tâches répétitives. Donc, mon SaaS, il me permet, il a un peu un double enjeu. Donc, il y a l'enjeu de la détection, l'enjeu de l'automatisation. Et pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qui va faire que mes prospects ont envie de mettre je ne sais pas ce qui va me permettre de mettre un pied dans la porte. Encore une fois, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est avoir des gens en face de nous en rendez-vous puisqu'on est vraiment au démarrage et qu'on ne sait pas quelle est véritablement la valeur qui va être apportée par le produit, quel est le message qui va fonctionner. Donc, on peut tester plusieurs angles. Et donc, je vais tester plusieurs angles. Ça va être, par exemple, détecter les tâches réverbatives de vos équipes. Ça peut être faites des économies sur la sollicitation de freelance. Ou ça peut être par exemple gagner 2 heures par jour en automatisant vos tâches. Et donc là, j'ai des propositions de valeur qui sont vraiment différentes.
Donc, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va partir des propositions de valeur et on va faire des combinaisons. Donc, on va dire, OK, je vais venir communiquer ce message à cette cible via ce canal. Et donc, si on prend un exemple un petit peu plus concret, aujourd'hui, je me dis, OK, c'est la détection. Les gens ne savent pas qu'ils perdent du temps sur certaines tâches. Et donc, je vais essayer d'aller convaincre des organismes de formation que moi, je peux les aider à détecter des tâches réverbatives dans leur organisation. Je prends l'exemple de LinkedIn. Je vais aller sur LinkedIn, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux aller me créer une liste via Sales Navigator en essayant de répertorier tous les organismes de formation. Je vais prendre les organismes de formation qui ont plus de 10 personnes parce que je pars du principe que si ils ont moins de 10 personnes, peut-être qu'ils n'auront pas de sous ou alors ils n'ont pas de process assez rodé, assez complexe que moi je pourrais les aider à améliorer. Donc ça, c'est un premier élément pour avoir des listes. Et après, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux essayer de regarder par exemple sur les 12 derniers mois toutes les personnes qui ont posté sur des posts qui vont contenir certains mots-clés que je vais utiliser. Ça peut être perte de temps, organisme de formation et tous les pain points en fait, que moi je vais essayer de résoudre. Ça peut être de la perte de temps, tâches répétitives, automatisation. Donc toutes les personnes qui vont avoir un intérêt, un temps soit peu tangible, autour de ce que je veux essayer de communiquer. Et une fois que j'ai réussi à avoir cette cible-là, je pense que ça ne sert à rien, dans le cas du DM LinkedIn qu'on va essayer de faire, d'envoyer un message à une ou deux personnes. Il faut avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui va les hook. L'erreur qu'on fait souvent, c'est d'essayer de closer la personne avec un message en envoyant un pavé. Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est que la personne réagisse. Si elle ouvre votre message, vous avez déjà plus ou moins gagné. Et donc, ce que je peux essayer de faire ici, on est dans le fake it until you make it. On peut envoyer un message type « J'ai permis à tel acteur de leur marché de détecter telle tâche pour leur permettre de gagner 2 heures par jour. » Ça, c'est un exemple de message. Je vous envoie une vidéo et honnêtement, pour démarrer, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un message que tu peux tester et qui va fonctionner. Dans le meilleur des cas, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire « Oui, la vidéo m'intéresse. » Une fois que cette personne te répond, tu dis « Ah, mais j'ai pas la vidéo. Ok, bah, je vous la présente de vive voix. Je vous la présente lors d'un entretien. » Ça, c'est des petites techniques que moi, j'aime bien utiliser et qui permettent d'avoir des rendez-vous même quand on n'a pas grand-chose. Et au fond, qu'est-ce qui va se passer? Même si on te dit OK et que tu n'as pas forcément fait la vidéo, tu peux aller encore un cran plus loin en se disant OK, bon bah, je regarde les organismes de formation. Au fond, c'est des process qui sont un petit peu les mêmes partout et je vais me créer moi-même mon use case, tu vois. Et donc, c'est ça la vidéo que je vais venir présenter. Et c'est quoi juste la timeline de tu as validé du coup une hypothèse de ton CTVP? C'est tous les semaines, tous les jours? C'est une bonne question. C'est aussi pour ça qu'on dit que tu vois, quand on fait de l'outbound, ça ne doit pas durer ad vitam aeternam parce que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Honnêtement, sur ça, si je pars du principe que je peux envoyer des messages à 50 personnes, en moins d'un mois, je peux avoir quelque chose de concret. Je peux avoir un retour concret. Ce n'est pas la seule action que je vais lancer, mais en moins d'un mois, entre le « Ok, j'ai l'idée, je fais mon CTVP, j'envoie ce test-là, j'ai écrit à toutes ces personnes, il y a eu peut-être 1 ou 2 relances derrière, je les ai eus au téléphone, j'ai un intérêt qui est confirmé, j'ai quelques clients qui ont closé. Sur cette typologie de vente, en moins d'un mois, tu auras vraiment du retour. Et après, si je parle juste du fait de faire le CTVP, sur ça, il ne faut pas se mentir à soi-même. C'est très rapide. Hein. On le fait aujourd'hui, en 30 minutes, on pourrait avoir quelque chose de vraiment solide. Ok, c'est intéressant parce que du coup, tu ne limites pas en mode au bout de 2 semaines, j'arrête, mais tu te limites au bout de 50 personnes contactées et donc que tu as vraiment fait le test auprès… C'est ça. Et bien sûr, après, ça va venir se paralléliser. Oui. Le test, tu le fais à fond, mais ça ne veut pas dire que pendant 1 mois, tu ne vas faire que ça. Bien évidemment que non. Là, les 3 autres hypothèses qu'on n'a pas forcément détaillées, elles aussi, elles doivent être lancées. Les sprints que nous, on aime bien se mettre, c'est plus des sprints à la semaine. Chaque semaine, je dois tester de nouvelles choses. En fait, tu vois, c'est ça. De la même façon que demain, tu établis ton budget et tu te dis, je mets 70% du budget sur ce qui marche, 20% pour des tests et 10% pour des imprévus. Là, c'est pareil. 70% sur les actions qui ont déjà marché. J'ai envoyé XDM. Exactement, j'ai envoyé XDM, ça a marché. Je vais en envoyer d'autres, 20% pour de nouveaux tests et 10% pour des imprévus ou le temps de la semaine qui n'est pas encore planifié. Non, c'est intéressant parce que moi, du coup, en paid marketing, qu'est-ce que je ferais une fois que tu as répondu à ces hypothèses-là, que tu as fait avec l'exercice de ton framework, qui est un très bon framework, je le confirme, c'est que moi, je vais faire un peu de Google Ads en intentionnel parce que j'aurais validé du coup qu'il y a ce besoin-là pour cette target-là avec des LP dédiés. Je vais faire 2 choses sur LinkedIn Ads que j'aime bien. La première chose, c'est que je vais faire
choke leader, donc je vais voir soit les posts du fondeur de l'outil en question, soit d'un key actor de l'industrie qui va faire un post un peu lead magnet comme tu auras testé en organique et qui va être boosté avec par exemple go to audit gratuit ou go to download un document, etc. en termes de conversion. Et derrière, ça passe sur un funnel. Et je ferai aussi des audiences personnalisées parce que sur LinkedIn, les gens ne comprennent pas la puissance de LinkedIn, mais on peut carrément mettre une base d'audience dans ces personnes-là, 10 personnes que j'ai targetées, que je veux avoir comme client et ils vont recevoir les ads. Donc vraiment Google, LinkedIn au début et après je passerai sur un full funnel une fois que je maîtrise plus ça. Full funnel, c'est-à-dire synergie entre une régie et une autre, on n'est plus sur des canaux isolés. Et ça, c'est un peu l'erreur des gens qui font des ads pour la première fois, c'est que souvent, ils gardent leur campagne en isolé, c'est-à-dire ils font du Google, ils font du LinkedIn, ils font un peu de YouTube de temps en temps, un peu de TikTok, mais ils ne font pas de synergie entre eux. Alors qu'il y a énormément de synergie à faire entre des synergies data. Par exemple, vous pouvez faire une campagne sur LinkedIn, renvoyer du coup plein de trafic sur une LP et la LP, il y a un pixel Facebook et derrière, vous pouvez nourrir du coup un algo Facebook et ramener encore plus de monde parce que LinkedIn, c'est plus qualifié, plus qualitatif, donc ça nourrit bien le pixel et Meta, ça a plus de volume. On peut faire des synergies sur les séquences, une séquence email qui va être envoyée là, qui va être envoyée là, etc. Et donc vraiment, l'idée de passer en full funnel dans un second temps, c'est trop important. Donc ouais, trop intéressant. Et du coup, en app, autre thématique, tu ferais quoi en organique? C'est intéressant. Les apps, c'est un tout autre monde. Nous, on s'intéresse surtout à des apps consumer, donc qui vont parler, j'ai envie de dire, à des individus, que ce soit des apps utilitaires ou des apps plutôt sociales. Donc, on va utiliser des canaux qui sont extrêmement différents. Aujourd'hui, tu vois, parmi les techniques qu'on a utilisées et qui fonctionnent, tu vas avoir celle de créer en fait des comptes TikTok propriétaires, donc qui vont t'appartenir, compte TikTok propriétaire no face, donc sur lesquels on va absolument pas montrer d'humains, ou en tout cas potentiellement des humains générés par l'IA, mais on va pas montrer nos têtes ou les têtes de nos clients. Et en fait, on va venir créer un compte sur une thématique qui va servir la finalité de l'application mobile. Par exemple, aujourd'hui, nous, on a une app qui s'appelle Cray du studio Bonfire Apps, qui est une app qui a pour objectif d'améliorer le quality time au sein des couples. Donc, comment est-ce que je peux améliorer le temps que tu vas passer avec ton copain ou ta copine au quotidien? Et donc, en fait, comment est-ce qu'on a commencé en fait, de façon organique à générer des vues et des téléchargements pour l'application Cray? On a créé des comptes qui partageaient des questions profondes. Et typiquement, en fait, on avait des carousels qui, avec une petite musique lo-fi, partageaient des questions. Et c'était par exemple 6 questions profondes à poser à ton copain avant d'aller dormir. 6 questions profondes à poser à ta copine quand vous partez en vacances. Et au final, l'idée derrière, c'était quoi? C'était pas tellement de se dire « je vais créer ces comptes-là pour faire des vues ». Au final, non, bien sûr que l'objectif, c'était le téléchargement, mais c'était « ok, les utilisateurs potentiels de Cray sont des couples qui veulent améliorer le temps qu'ils vont passer ensemble. On est une app de questions, donc essayons de créer des contenus qui vont déjà leur permettre de goûter un petit peu à ce que l'app va leur permettre d'obtenir de façon beaucoup plus profonde. Et donc, tu avais ton carrousel et à la fin, le carrousel qui t'invitait à télécharger l'application. Donc ça, c'est un exemple. Et après, tu as d'autres exemples. Là, on l'a fait avec des canaux propriétaires, mais tu pourrais très bien le faire avec des micro-influenceurs. Allez voir des micro-influenceurs sur la niche ou la thématique des couples en leur disant, bah, écoutez, voici le sujet, voici l'application que j'ai et trouver un deal avec ces personnes-là pour les incentiver en fait, à réaliser des vidéos qui vont parler de questions profondes en mettant en avant directement ou indirectement l'application Cray. Pareil, ça peut se tester pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Et je pense que la première idée, elle fonctionne bien parce qu'au final, ce sont des canaux qui sont propriétaires. Et une fois que tu as trouvé le format gagnant, bah là, tu es encore mieux placé que moi pour le savoir. Là, tu peux te dire, OK, bah, je vais appuyer sur ce bouton-là, je vais commencer à lancer du paid parce que au fond, ce format-là, il fonctionne alors que c'est moi qui le gère. Il pourrait fonctionner encore mieux si jamais je le déployais. Tu as quelques différences entre le paid et l'organique sur de l'app mobile, mais tu peux effectivement exploiter pas mal de choses et notamment toutes les hypothèses que tu as validées quand tu as fait l'organique. C'est ultra important. Nous, quand on fait du paid, bah justement, Cray, on est en train de faire du paid, ça se passe plutôt bien. On va regarder tout ce qui a été fait en organique sur le marché qu'on target. Nous, on va souvent aux US d'ailleurs. Mon petit conseil, c'est d'aller aux US si vous voulez faire quelque chose d'ambitieux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde du coup l'avatar. Quel est l'avatar qui va répondre un peu à la problématique ou à la solution de Cray? Et donc, un avatar, c'est quoi? Par exemple, pour l'application Cray, c'est une app pour couple, mais c'est qui l'utilise? Bah, ça peut être une femme qui veut se rassurer dans sa relation, ça peut être une femme qui veut stimuler sa relation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est clair. Une femme qui veut que sa relation à distance fonctionne et donc il faut être précis.
Donc avatar, premier point à valider. Deuxième point, c'est l'approche. Comment on va approcher cet avatar-là et par quel angle? Donc l'approche, ça va être typiquement, on va l'approcher en lui montrant la solution, en lui montrant à quel point ça peut influer sur le problème. Donc par exemple, l'app qui va casser ta routine ou l'app qui va te permettre de passer les meilleures dates. Et ensuite, il y a l'angle. Donc, comment on montre ça? Et l'angle, c'est lié au format de la créative, donc au format de la vidéo qu'on va mettre en ads, notamment sur TikTok ou sur Meta. Ça peut être en angle, par exemple, vidéo UGC d'une dame qui présente ça, ou d'une femme qui présente ça. Ça peut être en slideshow. Slideshow, c'est une série de photos. Ça paraît simple et banal, mais c'est des créatives slideshow avec 8 photos en slide. C'est celle qui performe le mieux aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui marche bien. C'est impressionnant. Et donc, on fait cet exercice avatar, approche, angle associé à la créa. On fait un batch de 8 créatives et ensuite, on lance ça. Donc, on lance avec un budget de 80-100 $ par semaine par créa. Donc, on est frugal. Franchement, ça fait un budget de 500 sur TikTok, vous pouvez. Et en fait, on pilote par batch. Chaque semaine, on a des insights. On voit quelle créa se démarque en termes de conversion, effectivement, parce on va aller chercher des CPI faibles, donc des coûts d'installation assez faibles, et on va aller voir derrière la conversion in-app. D'où l'importance d'avoir un bon tracking, marketing MMP et tracking produit avec Amplitude. Parce que sinon, tu as des téléchargements, mais tu ne sais pas exactement de quelle créa ils sont venus, d'où ils sont venus. Okay. Et d'ailleurs, les régies comme TikTok, Snapchat également, elles n'ont même pas de SDK dans l'application qui permet d'avoir des retours d'informations. Donc, il faut vraiment avoir un outil tracking, ce qu'on appelle MMP, comme Adjust, Webflyer, qui va renvoyer ces infos pour nourrir les algos et pour faire des meilleures campagnes, quoi. Et donc, bref, on fait cet exercice, on lance des créas et chaque semaine, on pilote et on voit ce qui marche pas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de synergie avec les contenus organiques en fait. Ouais, c'est clair. Au final, les contenus qui ont bien marché, tu peux les reprendre et avoir le même genre de résultat. Et tu as quand même mentionné quelque chose qui est important pour reboucler avec ce que tu disais quand il faut savoir que c'est le bon. Enfin, quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment pour faire du paid? Il y a aussi un sujet de vélocité quand tu fais du paid. Ça veut dire que les campagnes, tu dois quasiment les regarder tous les jours, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en plus, là, on n'est pas encore sur des dépenses énormes, mais c'est pas forcément pour savoir ce qui marche, mais c'est pour que ton budget ne s'envole pas. En fait, 100%. Il y a quand même un sujet de réactivité, non? 100%. En fait, il y en a qui pilotent même ça à 6 heures. Tu vois, à 6 heures, chaque 6 heures, ils regardent, ils pilotent, etc. Et notamment les publishers. Les publishers, ils gèrent des énormes budgets. Et donc, tu es obligé d'être ultra réactif. Mais ce qui est assez bien, c'est qu'avec le MMP, donc ton logiciel de tracking marketing qui nourrit les régies, c'est quand même assez automatique dans le sens où en fait le pilotage il est fait de manière assez smart, de manière assez intelligente. Par contre, tout se joue sur la créative. Donc si tu as des créatives qui sont nulles au début, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y en ait une qui se démarque, donc sur 6 ou sur 8. Voilà. Ouais, ça souligne quand même un sujet qui est assez important. Quand tu veux lancer du paid, il y a quand même un sujet de readiness en interne, que ce soit au niveau de tes compétences ou au niveau de ton équipe. Parce que tu dois quand même être en capacité de créer plus de choses. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je démarre avec de l'organique. Je peux tout faire tout seul. C'est vrai. Tu vois, je peux tout faire tout seul. Là où avec du paid, bon, et c'est bien d'avoir des founders qui ont toutes ces capacités, mais c'est vrai que c'est parfois difficile d'être vraiment excellent sur tous les sujets. Quand tu veux te lancer sur du paid, surtout quand il y a de la créa, il va falloir être solide sur la créa, les messages, le tracking, le budget. Il y a quand même, un ensemble de choses à avoir, à maîtriser, quoi. C'est vrai. Tout à fait. Ok, écoute, merci Julien. Franchement, c'était hyper intéressant. On a vraiment essayé de vous montrer comment peuvent fonctionner ensemble l'organique et le payant. On va quand même s'entendre sur le fait que généralement, au démarrage, pour diverses raisons, parce qu'on ne connaît pas suffisamment bien son marché, son ICP, qu'on a encore des choses à améliorer sur son produit ou pour des raisons financières. Qu'on n'a pas de thunes. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. On va plutôt démarrer avec des canaux organiques qui vont nous permettre d'avoir véritablement le 0 à 1, avoir des fondations, valider un message qui fonctionne, avoir un produit, j'ai envie de dire, qui fonctionne parce qu'on l'aura déjà alimenté avec quelques feedbacks utilisateurs. Et quand on est prêt, venir appuyer sur le bouton, vraiment servir du paid comme d'un amplificateur, d'un mégaphone pour aller un cran plus loin. Et d'ailleurs, produit, faites-le en parallèle avec le marketing. Ce n'est pas quelque chose qui est décorrélé. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a pas mal de gens qui font du produit pendant 6 mois en silo et après ils font du marketing. Non, il faut le faire en parallèle. Parce qu'en fait, vous itérez sur votre produit en parallèle des feedbacks terrain. Donc ouais, clairement. Ok, trop cool. Écoutez, merci beaucoup. On se retrouve sur une prochaine vidéo pour parler de marketing. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao. Allez, ciao, ciao.